qu'on appelle élection locale, à ce moment, que peut vraiment la diaspora? C'est peut-être pour cette raison qu'il m'est venu à l'idée de dire que, mais attention, peut-être s'il y a un candidat au Cameroun et on sait un peu comment ça se passe avec nos frères de la diaspora, peut-être il y a ceux qui peuvent apporter du soutien à un élu local, peut-être parce qu'il voudrait qu'il soit maire, qu'il fasse bien sa campagne, s'il voudrait qu'il soit, je ne sais pas, député pour qu'il puisse bien faire sa campagne. Parce qu'il faut quand même dire que notre diaspora est resté très, comment j'allais dire, un peu trop théorique. Et en plus, on a aussi l'impression que ceux qui s'intéressent vraiment à la politique se mettent en posture d'exilés politiques. Vraiment, c'est pas des Camerounais qui disent, écoutez, si nous sommes en France, si nous sommes au Gabon, si nous sommes au Nigeria, voici vraiment ce que nous voulons faire, parce que nous voudrons que tel soit député, parce que nous souhaitons que tel soit conseiller municipal. Ce n'est pas ça, c'est parfois un peu de manière éparse que vous entendez les voix de certains, et beaucoup plus, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. À la limite, certains ont peut-être la carrure de pouvoir intervenir sur des chaînes de télévision et qui présentent leur vision, n'est-ce pas, de la politique camerounaise. Et comme je le disais tantôt, évidemment, il y a ceux qui apportent le soutien, n'est-ce pas, au pouvoir de Yaoundé. Il y a ceux qui sont opposés à ce pouvoir. Et maintenant, quel impact vraiment chez nous? Pour moi, ça reste habituellement des simples commentaires. Merci. Marie-Jeanne, Lazare ne semble pas voir le réel impact que jouerait la diaspora face à des élections futures, notamment l'élection législative et municipale. Entre-temps, Marie-Jeanne, est-ce qu'on ne dit pas que l'argent est le nerf de la guerre? On a besoin de battre campagne. Est-ce qu'on n'aura pas besoin pour battre cette campagne-là? Et on sait très bien que du côté de la diaspora, habituellement, ce sont des personnes qui ont de temps en temps un porte-monnaie suffisamment étoffé. Je crois que si Lazare parle ainsi, il n'a pas évoqué le véritable problème de la diaspora. La diaspora pose depuis le problème de la double nationalité. Tout à fait. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a donné comme réponse face à la revendication de la diaspora sur cette question? Donc, quand on pose la question de savoir ce que la diaspora peut, si quelqu'un a pris la nationalité de son pays d'accueil pour bénéficier des avantages de ce pays d'accueil, pourquoi devrait-il être rejeté? S'il est d'un collègue Bassimbi, pourquoi lui dirait-on de retourner dans son pays d'accueil parce qu'il a un passeport de ce pays d'accueil? Je crois que cette question est urgente. Et récemment, je crois qu'il y a quelques mois, le ministre des Finances avait sollicité la diaspora pour la mobilisation des fonds. Je pense qu'on parlait de 2000 milliards pour les investissements. Donc, on ne peut pas être en train de rejeter une catégorie de Camerounais et leur tendre la main. Nous ne vous voulons pas chez nous, mais nous voulons de votre argent. Mais non, ça c'est mettre la charrue avant les bœufs. Oui, donc on a l'exemple, je ne sais plus de quel pays là, qui a mobilisé en très peu de temps 500 millions de francs de sa diaspora. Mais c'est parce qu'elle est à l'écoute. Quand il y a Pour le cas du Cameroun, Marie-Jeanne, sans toutefois vous interrompre, le gouvernement vient de lancer une opération de pouvoir lever 2000 milliards auprès de la diaspora. Oui, on lève 2000 milliards auprès de la diaspora, mais il faut aussi régler les problèmes de la diaspora. Elle demande de reconsidérer la double nationalité. Pourquoi on ne veut pas reconsidérer? Vous voulez les bijoux de la Oussa, mais vous détestez la Oussa. La Oussa, pourquoi? Donc il faut régler les revendications de la diaspora avant de demander à la diaspora de venir intervenir. Quelqu'un peut être à l'étranger, être conseiller municipal avec une autre. Qu'est-ce qui nous dit que ceux qui nous gouvernent actuellement n'ont pas d'autre nationalité?
pourquoi on rejette ceux qui sont à l'étranger? Ils sont d'ailleurs nombreux qui ont ces doubles nationalités. Et pourquoi pense-t-on que nos compatriotes qui sont à l'étranger ne devraient pas bénéficier des mêmes avantages et venir investir au pays? Donc la diaspora a beaucoup de revendications. Je crois qu'on devrait regarder du côté de nos missions diplomatiques. Quels sont les rapports qui sont entretenus là-bas avec les Camerounais qui sont à la diaspora? Si les relations ne sont pas étroites, elles ne sont pas fluides, je ne pense pas que le dialogue fluide va suivre. Il y a des Camerounais qui sont à l'étranger et qui se retrouvent dans des problèmes. J'étais dans un pays, je ne vais pas donner le nom du pays. Lorsque je suis arrivé, j'ai voulu aller me présenter à l'ambassade. Quelqu'un m'a dit, l'ambassade du Cameroun est l'ambassade la plus barricadée ici chez nous. Ah bon? Oui. On ne reçoit pas. La plus barricadée. Est-ce qu'une ambassade devrait être barricadée quand les citoyens veulent aller vers leur père, vers leur représentation diplomatique? Mais qu'est-ce qu'on fait donc là-bas? Si c'est pour le confort, pour le bien-être, au détriment des problèmes des Camerounais, sans trouver la solution des Camerounais qui sont là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre. Il faut redéfinir les missions de ces représentations diplomatiques. Je vais prendre le cas, par exemple... Pour chuter. Oui, bon, j'ai envie de chuter, hein, mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. Oui. Parce que c'est pas la soutenance d'une thèse. C'est pas la soutenance, mais il faut le dire. Allez-y, il y a j'étais encore en ligne avec certains enfants qui sont du côté de la Russie, par exemple. Comment quelqu'un peut être arrêté par la police, incarcéré dans une prison? La police arrête son passeport et lorsque il faut maintenant faire les formalités pour que la personne retourne au pays, vous dites à quelqu'un à qui la police a arraché le passeport, à qui la police a arraché les cartes de crédit, qui est incarcéré dans une prison, qui n'a pas droit aux visites, vous lui dites d'aller payer les frais consulaires pour obtenir le laisser-passer. Mais si la mission diplomatique dans ces pays ne peut pas s'occuper de ses compatriotes, aller dans les prisons pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Si le passeport a été arraché par la police, aller vers le commissariat en question, récupérer le passeport de votre compatriote, au lieu de lui dire, lui il est incarcéré, il est immobile, il n'a même pas son téléphone, il ne sait qui joindre, vous lui dites de payer les frais consulaires pour obtenir le laisser-passer afin que l'immigration ne programme son retour au pays. Vous trouvez ça normal? Mais si il faut qu'on redéfinisse pourquoi ils sont ambassadeurs, pourquoi ils sont les diplomates sous les couleurs du Cameroun. On demande, vous me posez la question de savoir ce que peut la diaspora. La diaspora ne peut qu'envoyer de l'argent, des beignets à la famille. Puisqu'elle n'a rien à gagner ici, elle ne sera jamais conseillère municipale, elle ne sera jamais députée, elle ne sera jamais maire, parce qu'on va lui dire, tu n'es plus Camerounais, pour venir même au Cameroun, tu dois demander le visa. Le visa. Aller payer les frais consulaires dans l'ambassade de ton pays d'origine pour venir au Cameroun. Donc, il faut revoir les problèmes des Camerounais qui sont à l'étranger. Parce que ça, c'était le projet politique de l'UNDP lors de la présidentielle de 2025. Mais je ne nous demande pas de revivre, parce qu'il y a des gens, il y a une partie de cette diaspora qui vit encore en 2025 à cause des revendications. Nous devons passer à autre chose. On va regarder devant et revendiquer ce qui nous revient. La vie, c'est d'ailleurs devant. Arnaud Victor Eyada, est-ce que vous êtes d'accord que cette diaspora ne peut rien à part envoyer un peu d'argent de beignets? Alors, cette diaspora qui a tant de revendications, notamment cette affaire de double nationalité, est-ce que l'occasion n'est justement pas propice pour que cette diaspora puisse vraiment mettre les bouchées doubles, envoyer sérieusement de l'argent pour battre campagne, avoir le plus grand nombre de députés en leur faveur pour pouvoir justement changer les lois à l'Assemblée nationale? Puisque s'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, on peut revoir par exemple cette affaire de double nationalité. Est-ce que les enjeux ne sont pas énormes concernant justement les échéances à venir? Les enjeux sont même là, parce que dans votre question, il y a effectivement votre réponse. Il faut qu'on se rappelle quand même que nous sommes dans un pays où on n'a pratiquement jamais eu des propositions de loi. On n'a que des projets de loi. Et les projets de loi partent du fait que l'opposition n'est pas véritablement, ne suce que les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Le seul parti qui a
au moins un groupe parlementaire, RDPC. on connaît le parti en question. Et j'ai beaucoup aimé un candidat qui avait tendu la main à la diaspora lors d'une élection. Mais seulement, il aurait inculqué à cette diaspora que la seule chose que lui voudrait avoir, c'est la présidence de la République. Et à part la présidence, rien d'autre. Ce sont les élections locales, législatives, qui vous donnent même encore plus de chances de pouvoir briguer le Graal. Tout à fait. Et j'ai l'impression que cette diaspora est restée engluée dans cette affaire. Rappelez-vous quand même qu'en 2025, le candidat qui remporte l'élection présidentielle a été copieusement battu à la diaspora. C'est vrai. Donc la diaspora, qu'elle soit occidentale, africaine, asiatique et autres, a manifesté l'envie du changement. Mais il est aussi clair que lorsqu'on regarde ces statistiques, on regarde les 4 conditions qu'un citoyen doit remplir pour impacter le changement d'appel à la loi. Être inscrit sur les listes électorales, retirer sa carte, aller voter, contrôler son vote. Beaucoup ne les remplissent pas d'abord à partir d'ici. Encore moins c'est de l'extérieur. Il est aussi dit que lorsqu'on regarde le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales de la diaspora, si bien même toutes ces personnes votaient un candidat, le candidat n'aura pas assez de chances pour briguer le Graal. Parce que c'est une partie infime. Qui est de la diaspora et qui ne l'est pas? Vous n'allez pas me dire de donner la double nationalité à un gars qui passe le temps à me dire que le chef de l'État est mort et les Indiens l'ont opéré et qu'il faut que l'État au pays, nous on commence à préparer les sacs de riz parce que si c'est un soir, c'est un matin. Donc je ne peux pas avoir confiance à ce genre de mec de la diaspora, je suis désolé. Moi j'ai confiance à une diaspora qui me parle en me disant je suis venu au Cameroun avec un projet. Le projet était bien ficelé, mais j'ai été bloqué parce que à telle porte on m'a demandé des pots de vin. Et ce sont les réalités. Il faudrait donc que ceux qui demandent des pots de vin à ces gars qui ont l'intention de venir investir ici, qu'ils soient camerounais ou pas, arrête de le faire. Parce que ça imbécilise notre diaspora. Pourtant, nous avons une diaspora très intelligente. Au-delà de l'argent que la diaspora peut envoyer aux candidats éventuels, encore que l'argent seul ne suffit pas. Je vais vous poser une seule question, ou deux. C'est vrai que ce n'est pas moi qui pose la question ici. Allez-y. Toujours lors de la dernière élection, il y avait 2 candidats qui venaient de la diaspora. Il y avait le candidat qui était soutenu par le FDC. Je crois que c'est Hiram. Il était là, il venait de la diaspora. Il y avait le candidat de Boudigi, qu'on appelait Ateki Kakson. Bon, Ateki est où depuis que les élections sont finies? On ne le reçoit. Il est où? Il est rentré à la diaspora pour revenir dans l'autre élection présidentielle. Mais c'est pas sérieux. C'est vrai que l'argent, ils sont venus avec l'argent, non? Mais quel était leur rang? Il y a même un qui s'est fondu à la masse, qui s'est aligné avec un autre candidat. L'autre a eu des brouilles avec celui qui avait présenté son parti à cause d'une histoire d'argent. Il y a eu des brouilles. Donc, et c'est ce qui est. Et on n'a donc pas besoin de cette diaspora. On a une diaspora consciente. Si tant il est vrai, si je vais citer le président de la République qui disait que nous ne serons pas pressés parce que nous sommes encore en train de franchir les premiers pas de la démocratie. Ne regardons pas ces pays qui ont déjà 400 ans de démocratie et autres. Je suppose donc que les pays qui ont beaucoup d'années de démocratie, c'est ces pays qui abritent justement nos citoyens qui sont là-bas, qui peuvent donc copier. Il y a des pays qui pratiquent la décentralisation comme la France. Je pense que il y a des Camerounais qui sont allés faire des études en politique, en économie, en géostratégie et autres, qui peuvent copier des modèles, pas forcément de démocratie, mais même des stratégies pour briguer, pour renverser par exemple la mastodonte qui est le RDPC. La diaspora peut apporter de l'expertise intelligente et intellectuelle au-delà de l'argent, parce que le tout n'est pas les moyens. Venez me donner 1 milliard aujourd'hui pour que je sois député de mon village. Est-ce que vous êtes sûr que j'ai un capital humain nécessaire pour pouvoir ne fût-ce que rassembler? Est-ce qu'avec ces milliards, je ne vais pas commencer d'abord à regarder si je peux avoir une parcelle de terrain, me construire vite ma case là, me marier rapidement, situer mes enfants? Est-ce que c'est de ça? Donc moi je pense que l'argent arrive en dernière position. La diaspora peut, mais il faudrait qu'on ait d'abord une diaspora consciente. Il faudrait qu'on ait une diaspora qui ne passe plus le temps à montrer aux yeux du monde que le Cameroun est noir et qu'il n'y a rien de blanc. Je voudrais de cette diaspora là qui dénonce quand ça ne va pas. C'est bien. Parce que nous-mêmes à un certain niveau, nous faisons déjà les efforts dans ce sens ici. Et on va chuter. Qui reconnaît aussi parfois que des efforts sont faits pour que les choses aillent pour le mieux. Il ne faudrait pas avoir une diaspora qui a peint tout en noir. Cette diaspora aujourd'hui, même celle qui revendique sur les réseaux sociaux, n'en est que dalle des élections locales. Elle est focalisée sur un candidat qui, pour elle, doit même peut-être mourir ou disparaître pour qu'un autre candidat prenne pour que ce soit le changement. Le changement commence au niveau du local. Je sors, puisque vous me demandez de chuter, pas quand même un problème. Il y a eu 102 milliards déposés dans un ministère ici spécifique. Et lorsqu'il y a eu le Covid, le président de la République avec le collectif budgétaire a dit, touchez à tout, ne touchez pas les budgets de souveraineté et ne touchez pas les 102 milliards de mes jeunes.
qui était destiné à un projet qui allait sur 3 ans, entre 2016 et 2019. Le plan triennal. Voilà. Je n'ai pas voulu citer le nom. Bon, maintenant, dans le projet en question, il y avait une part belle réservée à la diaspora. À date aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous montrer au moins un seul projet qui a été financé à un gars de la diaspora qui fabrique peut-être les confitures en Europe à Château-Rouge et qui voulait les moyens pour développer son entreprise de confiture, et qu'on nous dise qu'aujourd'hui, voici ce qu'on a pris dans les 102 milliards, on a donné à un jeune de la diaspora qui avait inscrit, qui a souscrit au projet, et voici les produits qu'il fournit déjà, qui embauche au moins un autre Camerounais. Il y a du flou. Ça veut dire quand même que pour le cas parce qu'il s'agit du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous avons rencontré le ministre Mounouna Fouchou, qui nous a fait comprendre qu'il a fait un tour en Europe. C'était justement pour rencontrer ces jeunes Camerounais de la diaspora, ces projets-là, ainsi de suite. Je pense qu'il faut qu'on le rencontre à nouveau pour avoir des chiffres. C'est tout ce que je demande. Merci. Qui suis-je même, ma petite personne? C'est tout ce que nous voulons. Votre voix porte, monsieur Yada. Allez-nous. Cette diaspora qui revendique, je reste sur cette préoccupation, est-ce que le moment n'est pas venu pour faire en sorte qu'elle ait le plus des députés qui peut justement défendre les intérêts du côté de l'Assemblée nationale? N'avez-vous pas l'impression que la diaspora habituellement est focus sur l'élection présidentielle, alors que ces élections locales peuvent même mieux faire l'affaire? Mais écoutez, déjà il y a quelque chose qui a été dit sur la diaspora avec laquelle je ne suis pas totalement d'accord. Si vous avez des gens qui sont déjà au nombre de 6 millions environ, attention, il suffit simplement qu'on crée des facilités pour que les personnes en question soient inscrites sur les listes électorales, pour que ça change la donne. On ne peut pas dire que ce soit aussi insignifiant que ça. Quand on sait qu'on a un corps électoral ici qui est à 8 millions, on peut déjà faire le rapprochement, on voit que... Et combien votent même souvent d'abord? C'est ça le problème. Alors, donc, la diaspora, il y a des variables donc, qui font qu'on doit nuancer, mais sans, absolument... dans l'absolu, c'est pas une force aussi négligeable que ça. Maintenant, parfait, par rapport au sujet, je pense que les échéances politiques futures les plus immédiates, comme tu disais, c'est les municipales et les législatives. Mais est-ce que le code électoral camerounais est vraiment favorable à une postulation directe des Camerounais de la diaspora? Voilà pourquoi nous disions que la diaspora peut intervenir de manière directe. Voilà. Et de manière indirecte. Indirect, parce que le code ne permet pas, n'a pas créé les conditions. Pas d'abord être candidat. Voilà. Donc maintenant, indirectement, comment ça va se passer? Anno a évoqué les finances, oui, mais pas que. Nous savons que ici, les finances, c'est le nerf de la guerre quand même. Au niveau municipal, il faut, d'après certaines données, 2 à 10 millions pour postuler pour certaines, comme candidat dans certaines mairies et tout. Donc vous voyez que pour le Camerounais localement, 10 millions, c'est pas forcément aisé. C'est pas forcément aisé. Voilà. Donc, mais pour la diaspora, c'est potable. C'est quelque chose qui est gérable. Et donc, à ce niveau, ils peuvent être significativement une force d'impulsion sur le plan financier pour aider à promouvoir des candidatures qui les arrangent. Maintenant, parfait, les listes là, vous savez, l'enjeu n'est pas seulement l'argent. Beaucoup n'ont pas les compétences, bien qu'ils le veuillent, pour diriger des municipalités. Donc déjà l'enjeu doit aussi commencer là-bas. Les enjeux sont aussi là-bas. Le prix, l'accompagnement, l'expertise, dans le choix même des candidatures, outiller les candidats en compétences. Comment ça se passe? Un programme pour une municipalité, comment ça doit être structuré? Un budget, qu'est-ce que c'est? Pour une municipalité telle que la tienne, là où tu veux postuler, en fait, quelles sont les grandes priorités, les grands enjeux là-bas? Qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans les postes de ton budget? Quelle est l'intelligence que tu dois avoir d'un programme? Par rapport à ton environnement, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans ton programme? Vous voyez un peu? Il y a ces compétences qu'on reproche souvent, que aux maires, on dit qu'ils n'en ont pas, etc. Bien maintenant, comment ça se passe même en tant que... Voilà, parce que le leadership, parce que, quand vous candidatez, bon, c'est un poste politique, il faut un minimum de rudiments en leadership, la prise de parole publique, etc. Hein? Il faut savoir communiquer, comment on parle aux gens,
la prise de parole charismatique, comment impacter par par la parole, par le discours. C'est des compétences on ne peut pas dire que c'est tout le monde qui les a. Donc la diaspora peut intervenir à ce niveau, mettre des expertises à la disposition des candidats de leur choix. Voilà. Maintenant, vous savez, la communication a un prix. Parce que quand on ne va pas parler de politique, parler de campagne électorale sans envisager des budgets de communication. Et là, la diaspora peut soutenir et notamment aussi cibler des médias, tant traditionnels, conventionnels, que la diaspora va financer et où les candidats ou les listiers de leur choix vont être présents pour communiquer. Et maintenant, puisque nous sommes à l'ère du numérique aussi, choisir, sur Facebook, sur je sais pas moi quoi, des personnes d'une certaine influence qui vont ouvrir des tribunes pour la communication de leur listier ou co-listier, de leurs candidats, etc. Et permettre justement que la communication des candidats de leur choix porte. Parce que ça, c'est ce que la diaspora peut faire. Elle peut beaucoup jouer au niveau de cette influence-là, et même au niveau des députations, interpeller un certain nombre d'entités, d'organisations internationales qui peuvent veiller sur la transparence du scrutin, et créer une ingénierie de la mobilisation citoyenne au niveau des municipalités, des circonscriptions, etc. Elle peut faire beaucoup de choses au-delà de la problématique de l'argent. Bonjour, parfait. Ici, s'il te plaît, je veux que madame m'explique ce qu'elle entend par diaspora. Pour moi, c'est le fait de vivre dans un autre pays. Alors, il y a celle qui a une double nationalité, et qu'elle sache qu'il y a une diaspora qui n'a pas également de double nationalité. Pour finir, la diaspora, la vraie, ne peut que financer et refinancer comme d'habitude les gens qui n'utilisent pas l'argent pour les bonnes fins. C'est Franck de Bokito. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour les valeureux soldats d'espace miné. À la question des rapports entre la diaspora camerounaise et la politique nationale, le chef de l'État est celui-là qui a permis le droit de vote de ces derniers. Cependant, leur participation politique reste peu impactante, d'où un faible intéressement majeur des acteurs politiques, bien qu'il y ait des raisons telles que le problème des papiers, comme on dit habituellement au quartier. Par ailleurs, celle-ci soutient majoritairement les partis de l'opposition sur le plan financier, mais jusqu'ici, cela reste également négligeable. Et parlant de la double nationalité, elle n'est pas une solution sine qua non pour un impact véritable dans le vote, parce que peu de Camerounais à l'étranger ont véritablement les papiers. C'est Evina Ngono, Constant, depuis Soie, qui envoie donc cette contribution. Prenons deux dernières contributions. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous sur le plateau. Je suis fier d'écouter le Fali Poupa du journalisme. J'avais parlé de cette diaspora à Alain Douk qui n'est pas aussi sérieux. Non, peut-être veut dire qu'il n'est pas aussi sérieux. Pas la diaspora. Ouais. Responsable et donc, on ne connaît pas réellement ce qu'ils sont et font là-bas en Occident. Et vous voulez qu'on leur donne la double nationalité, qu'ils viennent investir de l'argent dont on ne connaît pas la provenance, possible blanchiment, etc. Pour le thème, la diaspora, pour l'instant, doit financer les campagnes et leurs poulains pour éventuellement changer les lois au Parlement et aussi nos communes développées selon les modèles de l'Occident. L'argent reste le nerf de la guerre. L'homme qu'on met n'a besoin que d'appliquer ce qu'on lui dira. Donc pas besoin d'avoir un chevronné pour diriger. On le finance, on lui donne son cahier de charge et c'est tout. C'est le doux depuis Bepanda qui envoie cette contribution. Nous avons ce message qui nous vient de plus 49, c'est justement la diaspora. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Parfait ici. Mercredi diaspora serait peut-être une belle occasion d'embrasser nos problèmes du quotidien dans le cadre de la dénonciation du jour. Cela permettrait à tout le monde de savoir ce que nous vivons ici et pourquoi certains ici réagissent autrement. Bonne journée à vous et à monsieur Douk. C'est Axel, l'alchimiste depuis Kiel. Alors, Axel fait des propositions. Vous voyez un peu. Qu'ils envoient des dénonciations spécifiques. Nous ne vivons pas là-bas avec vous. D'accord? Alors, bonjour, chers panélistes.
Le message est long, hein. Concernant la recrudescence des féminicides, non. Nous ne parlons plus des féminicides, hein. Nous parlions déjà de la diaspora. Vraiment, je suis toujours un peu agacé quand on parle d'une certaine façon de notre diaspora. Parce qu'on veut toujours voir les pires. Il y a un phénomène périphérique des gens un peu désordonnés. Vous ne regardez que ça. Je dis, allez voir la diaspora camerounaise, la vraie. Puisque nous parlons de la vraie diaspora camerounaise, nous reviendrons en dénonciation. Hein. Il y a un étudiant camerounais qui a été froidement assassiné en Russie. Il était à l'université là-bas, en Russie, et il a été froidement assassiné par son camarade de nationalité turque. Nous reviendrons, je pense probablement demain, pour vous donner toutes les informations, parce que pour l'heure, l'ambassadeur, ou bien l'ambassade qui est de ce côté, n'a encore rien fait. L'université en question n'a encore rien fait. Les parents sont comme cela jetés à leur propre sort. Merci Arnaud Victor, merci à Marie-Jeanne, merci à Alido, merci à Al-Azhar. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?